Bonjour, je m'appelle Alexis Asler, je suis formateur et consultant spécialisé dans les technologies objets, plus particulièrement dans le langage Java, dans la modélisation UML et dans toutes les techniques de conception comme les design patterns. Je suis par ailleurs fondateur et dirigeant de la société CEATech basée en région lyonnaise. Je vais vous présenter un tutoriel dans lequel je vais développer en Java une petite application web composée de deux écrans. Le premier sera une liste de cours, le second sera le détail d'un cours qui permettra de modifier et de créer un nouveau cours. Bien que cette application soit simple, je vais la développer sur les bases d'une architecture classique, la même que pour des applications plus importantes. Il y aura donc trois couches, une couche de persistance qui va être en charge du stockage des données dans la base de données relationnelle, une couche de présentation qui va servir à afficher des écrans et à permettre la saisie des données par l'utilisateur, et une couche métier, de service métier, qui va implémenter toutes les règles de gestion et qui va servir d'intégration entre la couche présentation et la persistance. L'objectif de ce tutoriel, c'est de vous montrer les frameworks classiques qu'on peut utiliser pour implémenter ces différentes couches. J'utiliserai donc Hibernate pour la persistance, JSF pour la présentation et Spring pour les services métiers et pour l'intégration avec Hibernate et JSF. La base de données sera une base de données MySQL 5 avec des tables en InnoDB. Et toute l'application fonctionnera sur Java dans sa version 6. Mon environnement de travail est un poste Ubuntu 7.10 sur lequel j'ai installé Java 6 version JDK de Sun et MySQL 5. Ces deux ont été installés via Synaptic. Et je vais utiliser Eclipse 3.3 et Tomcat 6 que j'ai installé manuellement pour pouvoir bénéficier des toutes dernières versions. À présent, je vais vous montrer comment on va développer cette application avec Eclipse et Java. Je vais commencer par créer un répertoire de travail sur mon disque. Je vais l'appeler Workspace et je vais lancer Eclipse. Je vais lui indiquer mon répertoire Workspace que je viens de créer et je le lance. Vous voyez qu'ici on nous parle de Eclipse Europa. Europa est le nom de code d'Eclipse 3.3. Alors comme c'est la première fois que je lance Eclipse, il s'affiche avec la page d'accueil, la page de Welcome, que je vais m'empresser de fermer pour avoir un environnement de travail standard. Alors je vais continuer de préparer cet environnement de travail. J'ai deux choses à faire. La première, ça va être de déclarer mon serveur Tomcat dans Eclipse. La deuxième, de créer un projet de développement web. Alors pour Tomcat, j'ajoute un serveur dans l'onglet Servers. C'est un Tomcat 6 et je vais lui indiquer l'emplacement de mon Tomcat. Je l'ai mis dans USR Java Tomcat 6.0.14. Il est déclaré. Je vais le démarrer pour vérifier que tout s'est bien passé. Ça a l'air correct. Je vais vérifier dans cette page de console. Il n'y a aucun message d'erreur. Serveur Startup. Tout va bien. Je vais l'arrêter de nouveau. J'en ai pas besoin tout de suite. On le redémarrera au moment voulu. Ensuite, dans le Project Explorer, ici à gauche, je vais créer un nouveau Dynamic Web Project que je vais appeler University. C'est là-dedans que je vais mettre tout mon code. Voilà, le projet est créé avec un répertoire SRC qui va contenir le code source, un répertoire build qui ne sert qu'à Eclipse et un répertoire Web Content qui va contenir mes pages JSP ainsi que toutes les ressources web que j'aimerais ajouter, c'est-à-dire les images, feuilles de style et autres. À présent, je suis prêt à travailler.
on peut entamer notre développement. Je vais à présent pouvoir développer la couche de persistance de mon application. Cette couche de persistance va servir à accéder à la base de données et à y poser toutes les requêtes de sélection et de mise à jour. Je vais développer cette couche avec Hibernate. Alors développer avec Hibernate, c'est pour commencer faire son fichier de configuration principal. Dans ce fichier, je vais commencer par spécifier les paramètres d'accès à la base, donc le login, le password, l'URL de connexion et le nom du driver. Ensuite, je vais développer une classe par table de la base. Dans cette classe, dans chaque classe, je développerai des attributs avec des méthodes get, des méthodes set. Ensuite, il faudra que je spécifie le mapping de cette classe sur la table. Je le ferai par annotation, qui est une technique moderne et que je trouve assez souple, plus souple en tout cas que la technique qui existait au préalable, qui consistait en des fichiers de mapping par XML. Je vais donc me placer dans Eclipse. Je vais ouvrir la perspective Hibernate. Cette perspective m'a été fournie par le plugin Hibernate Tools que j'ai téléchargé sur le même site que Hibernate, c'est-à-dire hibernate.org. La première étape, ça va être d'aller chercher les fichiers jar d'Hibernate. Hibernate est donc téléchargé sous la forme d'une archive que j'ai décompressée pour récupérer plus facilement les fichiers jar. Donc j'ai récupéré hibernate 3.jar qui est le fichier principal et j'ai des fichiers secondaires à rajouter. Là, je vais rajouter le strict nécessaire pour commencer à développer. Pour pouvoir utiliser les annotations, je dois chercher des choses aussi dans le package Hibernate Annotation, avec le fichier principal qui est ici, et des fichiers secondaires dans le répertoire lib. Voilà, mon projet est prêt pour faire de l'Hibernate. Alors dans mon répertoire SRC, je vais lui demander de créer le fichier de configuration avec l'extension .cfg.xml. Dans ce fichier, je vais spécifier ma base de données. Le driver, c'est com.mysql.jdbc.driver. L'URL de connexion, c'est une base locale, donc localhost, et elle s'appelle University. Et le mot de passe root, pas de password, c'est une base de développement. Je vais demander de créer la configuration de console aussi, que je vais appeler University Console, ça me servira tout à l'heure pour la génération de code. Voilà, mon fichier de configuration est prêt. Je vais ensuite créer un générateur de code. Le générateur me servira pour aller inspecter la base de données et générer les bonnes classes à partir des tables qu'il y trouvera. Alors je vais appeler ça University Gen. Je vais lui dire d'utiliser la console University Console et de générer ces fichiers dans le répertoire SRC de mon projet. Je vais lui dire de faire un reverse depuis la base de données et de générer les classes Java dans un package que je vais appeler fr.cvatech.university.model. Les classes modèles, ce sont les classes de données issues de la base de données. Je vais stocker la logique de reverse dans un fichier spécifique pour le plugin. Et enfin, dans l'onglet Exporters, je vais lui dire d'exporter le code domaine, c'est-à-dire les classes elles-mêmes, ainsi, et c'est tout en fait. Les fichiers de mapping, je n'en ai pas besoin puisque j'ai choisi d'utiliser les annotations. Je vais le recocher ici, Java 5, et les annotations type EJB3. Tout est prêt, je pourrai exécuter mon générateur.
la base est assez petite, ça va assez vite. Vous voyez qu'il m'a généré 3 classes, une classe course, une classe student, une classe teacher, qui correspondent à 3 tables en base de données. Alors nous on va surtout travailler avec la classe course, donc on va aller inspecter cette classe, on va aller regarder ce qu'il m'a généré. Public classe course, implémente sérialisable, ça n'est pas obligatoire mais c'est une bonne pratique. Ici il m'a généré différents attributs, un attribut ID, un code, un name, un length, et qui sont des attributs de type simple, string ou integer, et 2 attributs plus complexes, le teacher de type teacher, qui correspond à la classe qui est ici, et l'attribut students, qui est un set de student qui est la classe qu'il a générée ici. Teacher, en fait, ça correspond à une association many to one. Il a détecté qu'il y avait une clé étrangère dans ma table course. Vers la table teacher, il m'a transformé ça en association. Pour student, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai une table d'association qui fait le lien entre course et student. Il a détecté que cette table était donc une table d'association. Il m'a donc créé cette association many to many dans course. Alors les annotations par elles-mêmes. @entity, ça déclare que ma classe course est une classe persistante. @table, ça me spécifie le mapping pour me dire que la classe course avec un grand C est mappée sur la table course tout en minuscule. Si je descends un peu, je vois qu'il y a ici les méthodes get et set pour l'ID, pour le teacher, pour le code en dessous, pour tous les attributs. Alors l'ID, c'est peut-être le plus compliqué parce que l'ID est la clé primaire de ma table. Il a donc généré un attribut, une annotation plutôt, @id, qui signifie que cet attribut est une clé primaire. Il m'a généré aussi une annotation generated value pour indiquer que c'est une clé autogénérée avec la stratégie identity, c'est-à-dire qu'elle est autogénérée par la base de données elle-même. Enfin, la notation column spécifie le mapping de l'attribut. Cet attribut ID est mappé sur la colonne ID, qui est une clé unique, note nulle. On va sauter le teacher, on y reviendra pour aller voir le code. Le code est un attribut simple, mappé sur une colonne normale, donc @colonne tout simplement la notation colonne, mappé sur la colonne code, qui est note nulle et de longueur 10. Le name c'est pareil, colonne name, note nulle, longueur 30. Le length, elle est nullable, donc il n'a rien précisé, et le nom c'est length. Je reviens par là-haut sur le teacher, qui est une association, donc, qui n'est pas un attribut simple, qui est une association many to one, avec la colonne de jointure qui est teacher ID. Comme c'est une association many to one, la question se pose à chaque fois, est-ce qu'il faut faire une jointure dans la requête, dans les requêtes de select, ou est-ce que je laisse ce teacher à vide et je le chargerai au besoin. Par défaut, le fetch type est lazy, c'est-à-dire que il a généré un paramétrage pour lequel le teacher ne sera pas chargé automatiquement, ne sera chargé qu'à la demande. Alors pour cette partie-là, je vais changer la stratégie, je vais lui dire de charger systématiquement le teacher. Le students, là en bas, c'est une association many to many en lazy, avec la table d'association curStudent. Avec ça, on a fini le développement de notre couche de persistance, ou plutôt la génération de la couche de persistance. On va pouvoir continuer. Nous allons donc développer la couche métier. La couche métier va être développée avec Spring. Nous allons donc faire un fichier de configuration spécifique à Spring dans lequel nous allons détailler l'intégration avec Hibernate.
C'est-à-dire que le fichier de configuration Spring va prendre le pas sur le fichier de configuration Hibernate. Puis nous allons développer une classe de service, un bin de service, constitué d'une classe et d'une interface qui va être manipulé par Spring. Là aussi, nous allons utiliser de la configuration par annotation au profit de celle par XML habituelle. Alors dans Spring, comme tout à l'heure, je vais rajouter des jars. Alors je vais rajouter celui de Spring, évidemment, spring.jar. Puis je vais avoir besoin de 2 ou 3 autres fichiers jar issus des Apache Commons qui vont me servir pour l'intégration avec Hibernate et en particulier pour la manipulation d'une data source. Donc dbcp pour la data source, commons pool et commons collections qui sont utilisés là aussi, qui sont nécessaires à notre application. Ensuite, je vais créer le fichier de configuration Spring. Alors, je vais me remettre dans la perspective Java EE. Et toujours dans ce répertoire SRC, je vais créer un fichier Spring. Alors, ces options me sont fournies là aussi par un plugin d'Eclipse qui s'appelle Spring IDE, qu'on peut télécharger sur le site springide.org. Je vais le créer dans le répertoire SRC. Je vais l'appeler application-contexte.xml. Alors là-dedans, je vais avoir besoin des schémas AOP, contexte, bin évidemment, c'est le principal, et TX pour les transactions. Voilà, mon fichier est créé ici. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a juste la définition des schémas. Donc première étape, on va déclarer une data source qui va être utilisée pour accéder à la base de données. Je vous le disais tout à l'heure, cette configuration va remplacer la configuration d'hibernate.cfg.xml. Alors on va mettre un ID égale data source, et la classe de la data source, c'est une classe fournie par Apache. Une classe dbcp qui va être une basic data source. Et dans cette classe, je vais rajouter des propriétés qui vont être la classe du driver, qui vont être l'URL de connexion à la base, qui vont être le username, et enfin le password. Alors pour être sûr de ne pas faire de faute de frappe, pour le driver class name et l'URL, je vais aller faire du copier-coller depuis le fichier d'Hibernate. Alors ça c'est le nom du driver class name ici. Et je vais rajouter l'URL de connexion. Voilà pour ma data source. Ensuite, pour continuer l'intégration avec Hibernate, je vais rajouter une session factory.
Là, j'ai choisi la session factory par annotation qui permet de supporter l'annotation des bins. Donc là-dedans, je vais connecter ce session factory sur la data source. Je vais donc faire référence à la data source que j'ai spécifiée là-haut. Je vais préciser quelles sont les classes annotées qu'il va falloir gérer. Donc c'est une liste de classes pour lesquelles je mets le nom complet. Donc fr.cevatech.university.model. Donc il y a course. Il y a teacher. Et il y a student. Enfin, je vais préciser ce que j'avais appelé dans le fichier d'Hibernate le dialecte. Là aussi, je vais assurer pour pas me tromper, hibernate.dialect. Et la propriété elle-même, c'est celle-ci. Donc avec cette configuration maintenant, mes classes de Spring vont pouvoir exploiter Hibernate et donc manipuler des classes persistantes d'Hibernate. Je vais leur rajouter une fonctionnalité à ces classes Spring, à ces services Spring, c'est la gestion des transactions. Je vais donc déclarer un bin de gestion de transactions. Un transaction manager. Voilà, le Hibernate Transaction Manager qui est ici. À ce Transaction Manager, je vais lui préciser le Session Factory qu'il devra exploiter. Voilà pour la configuration générale. Je vais préciser que les transactions, le détail du mode transactionnel va être géré par annotation et que ces annotations vont exploiter le Transaction Manager que je viens de spécifier. Et je vais aussi préciser que je veux utiliser les annotations pour toute la configuration des bins. Donc c'est annotation config et dans le contexte aussi, je vais lui dire d'aller scanner les classes qui sont dans fr.cevatech.university. Ma configuration Spring est complète maintenant. Je vais pouvoir fermer ces fichiers. Et je vais créer dans un premier temps l'interface de service. Et dans un deuxième temps, je créerai la classe. Alors ça, je vais mettre dans un nouveau package qui est university.service. Et la classe qui va manipuler les cours. L'interface qui va manipuler les cours, je vais l'appeler cours service. Alors je vais mettre les méthodes dont j'ai besoin dans mon application. Alors pour la liste, pour afficher une liste, je vais avoir besoin d'une méthode qui va me renvoyer une liste
de cours que je vais appeler findAll. Ensuite, pour la fenêtre de détail, je vais avoir besoin d'une méthode qui me renvoie un seul cours par son identifiant. Je vais l'appeler findById et je vais passer un paramètre qui va être l'identifiant. Et enfin, j'ai besoin de gérer des mises à jour dans lesquelles il n'y a pas de retour, qui va mettre à jour un cours et il se débrouillera pour savoir s'il doit l'insérer ou le modifier. Voilà mon interface de service. Je vais maintenant créer la classe qui implémente cette interface. Je vais l'appeler course service simple et je vais lui dire qu'il implémente l'interface course service. Il suffit que je remplisse maintenant les trois méthodes pour que l'ensemble fonctionne. Alors dans une méthode findAll, je vais accéder à la base de données via Hibernate pour lui demander de récupérer l'ensemble des cours stockés en base. Il faut donc que je m'adresse à Hibernate et pour ça j'ai besoin de connaître le session factory qui est le point central pour Hibernate. Alors je vais créer un attribut. Session factory d'Hibernate. Je vais plutôt l'appeler session factory. Et comme une session factory, j'en ai paramétré une dans Spring, je vais pouvoir déclarer par annotation que je veux que cette session factory soit injectée automatiquement avec cette annotation AutoWire. Dans le findAll, je peux travailler maintenant avec cet attribut session factory. Je lui demande la session en cours à laquelle je demande de créer une requête HQL, Hibernate Query Language, dans laquelle je dis que je veux récupérer tout ce qui concerne la classe cours. J'appelle la méthode list pour qu'il me renvoie la liste. Pour le findById, je m'adresse toujours à mon session factory, je récupère toujours la session en cours et je lui demande de charger pour la classe cours l'objet qui a l'identifiant ID. Alors, un petit problème de compilation. Je vais demander à Eclipse de m'éclaircir ça. Cannot convert from object to course. En effet, la méthode load renvoie quelque chose de type object, or j'attends un course. Je sais que ce que je charge c'est du course, je vais donc pouvoir faire un cast en toute confiance. Voilà. Dernière étape, le save. Je m'adresse toujours aux sessions factory. Je récupère toujours la current session. Et lui, je vais lui dire de faire un save or update de mon cours. Si le cours que je passe en paramètre n'a pas d'ID, ça veut dire que c'est un cours nouveau, il fera un insert. S'il a un ID, il fera une mise à jour, il fera un update. Dernier point, j'ai un warning ici qui me dit que je fais une conversion entre liste et liste de courses. C'est vrai que cette méthode list, on voit une liste qui n'est pas un generics, une liste simple, non typée, alors que moi j'attends une liste typée en retour. Je ne peux pas résoudre ce problème en soi. Il est imposé par l'utilisation d'Hibernate. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis conscient du problème et je peux indiquer au compilateur de ne pas se préoccuper de ce problème, j'en suis conscient. Donc j'ai mes trois méthodes ici
mes 3 méthodes dont j'ai besoin. Dernière chose, il faut que je dise que cette classe course service simple est un bin de service de Spring. Je rajoute donc la notation service. Je rajoute encore que c'est un bin transactionnel, c'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que seront gérées les transactions avec la base de données. Ma classe est maintenant prête. Avant d'aller plus loin, avant de développer la couche de présentation, je vais quand même tester tout ça. Je vais le tester grâce à JUnit. Alors les classes de test, je les fais toujours dans un répertoire de sources à part. Je ne mélange pas le test et les classes à livrer. Là-dedans, je vais faire un package qui a le même nom que le package à tester. Et je vais faire une nouvelle classe. Une nouvelle classe JUnit que je vais appeler course service test. Je vais utiliser la dernière version de JUnit, JUnit 4. Et je vais lui dire que je veux tester course service simple. Dans course service simple, je vais tester les 3 méthodes qui m'intéressent. Les define et l'update. Alors j'ai plein d'erreurs ici. Si je lui demande pourquoi il y a des erreurs, import cannot be resolved, parce que je n'ai pas déclaré les jars de JUnit. Alors les jars de JUnit sont directement intégrés à Eclipse, il suffit de lui demander de les intégrer au projet. Avec ça, tout fonctionne. Alors dans le setup before, ici, je vais charger Spring. Alors charger Spring, c'est charger son application contexte en lui spécifiant le fichier de configuration. Et je vais charger la classe de service, course service. Alors pour pouvoir utiliser ce course service et ce contexte, je vais les déclarer en attribut private static pour pouvoir les utiliser dans cette méthode de before. Alors ici, le contexte. Je vais dire que c'est un new class pass XML application contexte avec le fichier application contexte.xml. Et ensuite, je vais charger course service, c'est-à-dire que je vais demander au contexte de me fournir le bin qui s'appelle course service. Alors toujours pareil, petit problème de type, il faut que je caste le retour du getBin en course service. Et dans le after class, je vais fermer mon contexte après usage. Alors je vais déjà tester ça. Je vais lancer ça, même je sais que ça fera des fails, mais je vais tester déjà que j'arrive à charger correctement mon contexte Spring. Alors, run as, JUnit test. Ah, il y a une erreur. No such bin definition. Course service, no bin named, course service is defined. Je crois que j'ai oublié ici, quand je vais déclarer le service, de lui donner un nom. Je lui indique
que ce service s'appelle course service. Et je vais relancer mon test, course service test, en espérant que ça se passe mieux. J'ai 3 failures qui correspondent aux 3 méthodes. Ça signifie que l'initialisation s'est bien passée, mais que les méthodes de test ne donnent pas de résultat correct encore. Alors, je vais commencer par tester le find all. Je vais appeler find all, que je vais mettre dans une variable de type liste de courses. Et sur cette variable, je vais vérifier qu'il y a quelque chose dedans. Assert not null. Et je vais tester aussi qu'il y a des lignes dedans. C'est-à-dire que la taille de la liste est supérieure à 0. Je vais retester. Normalement, je ne devrais plus avoir que 2 failures. Le find all s'est bien passé. Tout va bien. Alors, je vais rajouter un petit quelque chose. Je vais faire un println de all courses pour voir un peu le résultat. Et pour que ce println soit un peu pertinent, je vais rajouter une méthode toString là-dedans, qui sera utilisée pour afficher des choses dans la console. Alors je vais lui demander d'afficher le code et le nom. Et je rejoue mon test. Je devais avoir les codes, les noms des différents cours qui sont stockés en base au niveau de ma console. Voilà. DJINI initiation à Java, DJADV Java complément, DJWeb Java pour le web, ainsi de suite. Mon find all fonctionne bien. Je vais tester donc le find by ID, qui lui doit me renvoyer un seul cours. Il faut que je connaisse un ID, je sais que l'ID 1 va être correct. Ensuite, comme tout à l'heure, je vérifie que le retour n'est pas nul. Et je pourrais vérifier aussi que l'ID du cours qui m'est renvoyé correspond bien à l'ID que j'attendais. Comme tout à l'heure, je vais faire un println, chose qui ne se fait pas forcément dans les vrais projets, mais qui me permet de visualiser un peu ce que je fais pour le tutoriel. Ah, je vois qu'il y a des problèmes ici. Il y a des problèmes de lazy initialization. C'est-à-dire que je vois que mon find all s'est bien passé, mon find by ID a planté. Alors je vais aller voir ce qui se passe dans ce que j'ai développé là-dedans. Alors là-dedans, j'ai utilisé la méthode load. C'était peut-être pas une bonne idée finalement, parce que la méthode load charge l'objet avec son ID, mais ne charge pas tout le contenu. Je vais préférer peut-être la méthode get, qui a les mêmes arguments, mais qui va réellement charger la classe. Qui va réellement charger la ligne plutôt. Et je reteste pour comparer. Ça a l'air beaucoup mieux. Le find by ID est vert aussi.
Et dans la console, je vois que l'ID 1 correspondait au DJINI Initiation à Java. Et bien avec ça, je vais pouvoir continuer. Je vais pouvoir faire le test save. Alors le test save, je vais instancier un nouveau cours. Auquel je vais passer un code. Un nom, je vais me contenter de ça. Ce sont les deux seules colonnes note nulle. Et je vais demander au cours service de sauvegarder ce cours. Je pourrais ensuite vérifier que l'ID a bien été renseigné suite à la mise à jour. Je vais faire le test. Tout s'est bien passé, tout est vert, mes tests sont corrects. Ma couche de service a donc l'air tout à fait correcte et tout à fait opérationnelle. Bien, nous allons donc pouvoir maintenant développer la couche de présentation de notre application. Cette couche, nous allons la développer avec JSF, Java Server Faces, pour lequel nous allons commencer à écrire un fichier de configuration, facesconfig.xml, qui spécifiera la navigation entre les écrans et avant tout l'intégration avec Spring pour pouvoir exploiter correctement les bins de Spring. Ensuite, pour chaque écran que nous devrons développer, nous ferons une page JSP en exploitant les balises JSF et une classe Java appelée ManageBin qui sera utilisée pour préparer les données à afficher et qui proposera des méthodes que nous appellerons directement depuis les JSP. Alors avant tout, il y a un certain nombre de jars à intégrer. Des jars de JSF et JSL qui sont déjà présents ici, auxquels je rajouterai les jars de Rich Faces. JBoss Rich Faces, c'est une surcouche à JSF qui enrichit les composants de JSF et qui en particulier apporte un support direct de Ajax. Enfin, il va me falloir des librairies de Apache Commons, le digesteur, et binutils. Voilà. À présent, on va pouvoir spécifier l'intégration de Spring dans le facesconfig. Et nous irons aussi ensuite paramétrer JSF et un complément d'intégration avec Spring dans le fichier web.xml. Là, on spécifie le LResolver qui va permettre à JSF d'exploiter des bins déclarés dans Spring. Voilà. Dans web.xml, je vais lui demander, je vais déclarer des listeners pour le chargement de Spring.
ensuite un paramètre de contexte pour préciser à Spring où il devra aller chercher son fichier de configuration. Donc nous, on l'a placé dans le répertoire SRC, c'est donc un répertoire utilisé par le ClassPass. Et il s'appelle application-contexte.xml. Voilà pour Spring. Maintenant pour JSF, on va déclarer une servlette, la servlette de JSF. Et un mapping pour dire que toutes les requêtes qui vont arriver en étoile en quelque chose avec une extension JSF devront être traitées par cette servlette. Dernière étape, un filtre pour Rich Faces. Et un mapping pour lui demander de faire passer par ce filtre toutes les requêtes censées arriver au Faces Servlet. Voilà, notre configuration est terminée, on peut commencer à développer. Donc je vais développer deux pages de JSP. Je vais mettre en Project Explorer pour ça. La première JSP, je vais l'appeler courselist.jsp et la deuxième coursesdetail.jsp. Alors, course détail, je vais lui mettre un titre. Course list, je lui mets son titre aussi. Mais avant de commencer à développer cette course list, il faut que je prépare les données à afficher. Et la préparation des données, ça va se faire dans une classe Java, dans un managed bin, que je mets dans un nouveau package web, que je vais appeler coursebin. À qui je vais demander d'implémenter ces réalisables par respect des bonnes pratiques, que je vais déclarer en tant que composant de non coursebin et que je vais stocker en session pour des raisons pratiques. Voilà, donc là-dedans je vais mettre des attributs. D'une part, la liste des cours. D'autre part, je vais ajouter le cours service qui me permettra de charger la liste des cours. Et enfin, un attribut un peu plus technique qui va être le tableau lui-même, le composant graphique tableau, afin de récupérer ultérieurement la ligne sélectionnée dans ce tableau.
Alors je vais créer les méthodes get et set pour ces attributs. Pour course list, pour course table, course service, j'en ai pas besoin, je vais utiliser les techniques d'injection de Spring telles que je l'avais déjà fait au préalable. Dernier point, je vais créer une méthode, je vais plutôt la créer au-dessus avant les getters. Une méthode publique qui ne renvoie rien, qui va servir d'initialisation. Pour qu'elle soit bien prise en compte en tant qu'initialisation, je rajoute la notation. Et cette méthode va me charger la liste des cours en appelant la méthode findAll sur l'objet de service. Voilà, mon bin est prêt pour afficher une liste. Je peux retourner à ma JSP course list. Comme c'est une JSP que je vais utiliser en JSF, je vais d'abord déclarer les tags libres de JSF. Alors d'abord la librairie core avec le préfixe F. Ensuite avec le préfixe H, je vais faire la librairie HTML. Puis je vais mettre les librairies Rich Faces. La A4J pour le support d'Ajax, la Rich pour les composants riches. Enfin, comme toute page JSF, je vais rajouter FView et je vais mettre tous mes composants dans un formulaire, ce qui me permettra d'avoir des boutons de validation. Voilà, maintenant je vais pouvoir déclarer ma table. C'est une scrollable data table. Je vais lui rajouter un ID. Je vais déclarer le binding avec le composant, avec le bin course bin, et plus précisément avec son attribut course table. Je vais mettre des données dedans issues elles aussi du course bin et de son attribut course list. Je vais déclarer la variable qui va contenir chaque ligne de cours. Et enfin, je vais déclarer des attributs purement de mise en forme. La largeur du tableau, je vais mettre 300 pixels, et sa hauteur, 200 pixels. Voilà pour le tableau. Je vais y mettre 3 colonnes. Pour chacune, je précise l'identifiant, ainsi que la largeur. Puis je remplis l'entête. Je vais juste mettre un texte simple. Avec une valeur statique, qui est le titre de la colonne. Pour le contenu, du texte simple aussi, mais avec une valeur prise dynamiquement dans le bin course bin, ou plutôt dans la variable course, puisqu'on va faire ça pour chaque ligne. Course.code ici.
Alors je vais créer les deux autres colonnes. Une deuxième pour le nom, un peu plus large. Et une troisième pour la durée. Voilà, mon tableau est prêt à s'afficher. Je vais pouvoir tester ça. Pour le tester, je vais déployer mon projet University dans Tomcat. Je vais redémarrer Tomcat. Je vais aussi ouvrir un navigateur web en attendant que Tomcat démarre. C'est un petit peu plus long que la première fois puisque là il y a toute l'initialisation d'Hibernate, de Spring et de JSF. Et je vais donc appeler mon application sur le port 8080 qui est celui par défaut de Tomcat pour l'application University. La page courselist.jsf pour passer correctement par la servlette de JSF. Et voilà mon tableau qui s'affiche. Je n'ai peut-être pas très bien choisi mes largeurs de colonne. J'aurais peut-être pas dû appeler ça longueur mais durée, je vais aller changer ça tout à l'heure. Et comme j'ai mis des ID à mes colonnes et que ce composant supporte le tri uniquement sur les colonnes à ID, mes 3 colonnes sont triables sans programmation supplémentaire. Voilà, mon tableau est prêt. Je vais donc rajouter maintenant sous le tableau des boutons de navigation qui me permettent d'aller à la page de détail. Je vais rajouter 2 boutons, un bouton détail qui va afficher la ligne sélectionnée dans la deuxième page et un bouton nouveau qui va passer à la deuxième page avec un nouveau cours. Alors dans course list, je vais rajouter des boutons après la data table, des boutons de commande. Alors dans ces boutons, je vais afficher un titre et je vais lui spécifier une action. Alors l'action ici, c'est une méthode du bin de la classe CourseBin. Je vais l'appeler viewDetail. Il va donc falloir que je fasse une méthode de ce nom-là dans la classe CourseBin. Je vois que j'ai des petites erreurs de frappe. Voilà, CourseBin. Je vais tout de suite créer le deuxième bouton qui va appeler une méthode viewNew avec un titre nouveau. Je vais faire tout de suite un peu de mise en forme. Pour être sûr que tout ça s'affiche correctement en colonne, je vais englober tout ça dans un panel grid auquel je vais lui demander de mettre tout en une seule colonne. Pour que les boutons soient sur la même ligne, je vais les rassembler dans un panel groupe. Et comme les indentations ne sont plus très bonnes, CTRL-SHIFT-F pour reformater tout ça, pour qu'il m'applique les indentations correctes. Donc maintenant, je vais devoir faire ces deux méthodes, viewNew, viewDetail, dans la classe CourseBin. Alors le viewNew, il sera assez simple. Il va instancier un nouveau cours. Je vais arrêter mon Tomcat, qu'il arrête de se mettre à jour en permanence. Donc mon viewNew va instancier un nouveau cours. Et je vais mettre ça dans un attribut, dans un nouvel attribut que je vais rajouter, que je vais appeler currentCourse.
ces nouvel attribut, je vais rajouter ses getters, enfin son getter et son setter. Enfin, en dernière méthode. Voilà. Le return que je mets ici, il va falloir que je paramètre ce texte-là dans le FACESConfig pour indiquer que lorsque une méthode de course bin retourne détail, il devra aller vers course détail. Avant d'aller paramétrer ce FACESConfig, je vais faire l'autre méthode, la viewDetail, qui est un tout petit peu plus compliqué puisque le current course n'est pas créé de toutes pièces, mais est récupéré depuis la ligne sélectionnée. Alors je vais récupérer la liste qui est réellement affichée dans la page à partir du composant course table. Je vais récupérer la sélection sur ce même composant. Et s'il y a réellement, je vais appliquer list plutôt, s'il y a réellement quelque chose de sélectionné, alors je vais récupérer le premier, que je vais mettre dans current course. Et je vais faire le return detail. S'il n'y a rien de sélectionné, je vais rester sur la même page, c'est-à-dire que je vais faire un return nul. Pas de navigation. Voilà, maintenant il va falloir que j'aille paramétrer ce detail dans le FACESConfig.xml. Alors il faut que je crée une règle de navigation. Je vais créer une règle générale, donc from UID global, c'est-à-dire étoile, et là-dedans je vais mettre deux cas de navigation. Le premier qui nous a concerné ici lorsque j'ai écrit detail, et je vais tout de suite prendre en compte le cas de navigation où je demande la liste pour le retour à la liste que je ferai ultérieurement. Donc premier cas de navigation, lorsque j'avais tapé detail. Dans ce cas-là, je vais aller à la vue qui s'appelle course detail. Et deuxième cas de navigation, si on a liste, je vais envoyer vers course liste. J'ai donc le paramétrage de ma navigation.
j'ai mes méthodes dans mon bin ViewDetail qui font cette navigation. Ces méthodes sont appelées depuis CourseList. La page CourseDetail existe. Il n'y aura rien dedans encore, mais elle existe. Je vais donc tester tout ça. Je redémarre mon Tomcat. Je vais rajouter un point d'interrogation ici pour être sûr qu'il me génère une nouvelle requête, qu'il n'utilise pas de cache. Voilà, j'ai donc ma liste de nouveau. Je sélectionne une ligne, détail, nouveau. J'ai bien détail d'un cours à chaque fois. Je n'ai plus qu'à ajouter des données là-dedans. Alors comme tout à l'heure, j'ai des balises à déclarer. Dans la page de détail, je n'utiliserai que des composants standards JSF, donc je n'ai pas besoin de déclarer Rich Faces. Par contre, tout ça, j'ai la même chose. À la différence que mon panel grid va avoir deux colonnes. Dans ce panel grid, nous allons donc mettre une première colonne avec les libellés et une deuxième colonne avec les champs de saisie. La valeur du champ de saisie, ce sera le current course qui est dans mon course bin. Donc ici, ce sera le code du current course. Voilà pour le code. Je vais mettre le nom. Je vais mettre la durée. Et je vais rajouter le nom du professeur que je vais mettre en read only. Read only égale true. Une petite mise en forme. Oui, j'ai des choses en trop ici. Et il m'en manque ici. Mes balises sont mal organisées. Voilà, ça va mieux. Donc à chaque fois, output label input text, output label input text. Oui, il y a un copier-coller de trop ici, je l'enlève. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mes boutons. Je vais rajouter deux boutons, un bouton d'enregistrement et un bouton de retour à la liste. Donc comme tout à l'heure, je vais les englober tous les deux dans un panel groupe pour les réunir sur la même ligne. Alors le bouton
d'enregistrement, ça va fonctionner exactement de la même façon que tout à l'heure. Je mets un value qui va être le texte affiché. Et je mets une action qui va être la méthode appelée dans mon bin. Il va donc falloir que je rajoute cette méthode dans mon bin. Le bouton de retour, ça va être un peu différent, puisque je n'ai pas d'action réellement à faire au niveau de mon bin. Je vais donc mettre le texte de navigation, liste, directement en dur là-dedans. Et comme je n'ai pas à passer par toutes les étapes JSF pour prendre en compte une saisie ou quelque chose de ce type-là, immédiate égale true. Voilà ma page. Je vais redémarrer mon Tomcat. Au préalable, j'ai peut-être à faire cet update. Donc dans course bin, qui retourne une string, pas de paramètres, update. Alors cette méthode d'update, elle va tout simplement prendre le cours, le current course, et l'envoyer à la méthode save de course service. Pour rafraîchir l'affichage ensuite, quand on retournera dans la fenêtre de liste, je vais rappeler la méthode init. Et enfin, en return, non je vais pas mettre list, je vais mettre nul pour rester sur la page en cours. Si je mettais un return list, ça nous ferait retourner directement à la liste. Voilà, maintenant je vais pouvoir tester ça. Alors je sélectionne une ligne, le bouton détail, on arrive ici, je change la durée de mon cours Java Web, je vais passer à 3 jours. L'enregistrement reste sur la page, je vais changer un peu le libellé aussi, enregistrer, et le retour me renvoie ici, les modifications ont bien été prises en compte. Dernière modification que j'aimerais faire sur cette liste, c'est de prendre en compte le double-clic, pour que, avec le double-clic, je passe aussi sur la fenêtre de détail, que j'ai exactement la même action que sur le bouton de détail. Donc j'utilise une balise Ajax pour ça, où je spécifie l'événement que je veux prendre en compte, on double-click, on row double-click, et je précise aussi l'action que je veux voir exécuter. L'action est exactement la même que pour le bouton détail, donc la même méthode. Voilà. Donc je vais revenir ici. Je vais refaire un petit tour pour que ça remette tout à jour. Le double-clic a fonctionné. Je vais essayer sur une autre ligne, la ligne JSF. Le double-clic a fonctionné. L'ensemble de notre application fonctionne donc avec le détail et la liste. L'application telle que nous l'avons développée fonctionne, mais sa mise en forme reste vraiment rudimentaire. Il faudrait évidemment faire une mise en page avec un bandeau, avec des menus, avec des pieds de page, des choses comme ça, pour lequel on aurait pu utiliser un framework comme Apache Tiles ou Facelet qui lui est spécifiquement JSF. Il faudrait évidemment intégrer des feuilles de style, des choses comme ça. Il faut noter aussi que l'exemple qu'on a développé est suffisamment simple pour que nous n'ayons pas rencontré les vrais problèmes qui ralentissent le développement en vrai projet. Toutefois, on notera que le mode de développement qu'on a adopté, avec les frameworks qu'on a utilisés, n'utilise que peu finalement les fichiers XML.
beaucoup moins que par le passé en tout cas. Dans notre façon de développer actuellement, on a donc à peu près un fichier XML par framework et donc par couche de l'architecture. Mais ce fichier ne concerne que le paramétrage général qu'on développe en début de projet. En cours de projet, en développement courant, il n'y a plus de XML à manipuler. Tout est fait par les annotations, ce qui améliore grandement la productivité et qui facilite le travail. C'est bien plus pratique qu'avant. Et je pense, du moins j'espère, que les prochaines versions de JSF avec JSF2, les prochaines versions de Spring et d'Hibernate continueront d'avancer dans ce sens-là pour une meilleure productivité et pour plus de plaisir au développement.